Bonsoir à tous. Toujours un plaisir d'avoir du monde lorsqu'il s'agit d'environnement. C'est pas acquis, je peux vous assurer, en Nouvelle-Calédonie, mais on est de plus en plus nombreux effectivement à adhérer à ces espaces, à ces lieux d'échange. La province Sud, alors ce soir on est évidemment dans le cycle de conférences et cette année elle sera la conférence, en fait ce cycle sera dédié à l'eau. Je considère que l'eau est un élément fondamental du vivant et je pense qu'on en apprendra beaucoup ce soir. Ce cycle de conférences, il a démarré en 2017 grâce au partenariat avec l'IRD. Merci infiniment. Il faut nous éclairer, nous qui sommes des néophytes. Voilà, c'est toujours important que la connaissance vienne à nous. Ensuite, eh bien, on a essayé d'élargir, on a voulu élargir le spectre justement des interventions et des, je dirais, en termes d'apport de connaissances. Et on s'est associé au CRESICA, dont fait partie l'IRD, toujours. Et ces conférences, elles ont pour objectif, évidemment, que ce sont des échanges. On choisit en général des thématiques qui ont un lien avec l'actualité. Quand ce sont les baleines, la saison des baleines, les tortues, c'est pareil, les dugongs, etc. Et c'est un lieu d'échange, mais en même temps un lieu de diffusion de connaissances et je dirais de rendre plus accessibles ces connaissances scientifiques. Et ça, c'est important parce que souvent, dès qu'on dit le mot scientifique, c'est toujours quelque chose qui nous dépasse. Alors que cette connaissance scientifique est bien explicitée, bien mise à disposition, et bien nous permet de nous enrichir, d'augmenter nos connaissances personnelles et forcément de mieux éduquer autour de nous et à commencer par nos enfants. Alors le cycle de l'eau, il n'a pas été choisi par hasard puisqu'on est dans la 10e année, le 10e anniversaire des lacs du Grand Sud qui ont été inscrits il y a 10 ans à la Convention Ramsar. C'est important. J'ai toujours dit qu'on n'en faisait jamais assez pour les lacs du Grand Sud, en tout cas pour l'eau douce. Et j'espère sincèrement, alors on a la loi, le projet de loi sur la politique partagée de l'eau, mais ça ne doit pas être que ça, parce que l'eau, c'est vraiment une matière vivante, ça fait partie du vivant. C'est l'histoire de notre société, de nos sociétés, mais c'est aussi l'histoire de notre environnement et c'est notre propre histoire également. Et je pense que, j'en suis persuadée, l'eau a une mémoire et elle nous rend la manière, en tout cas la façon dont on s'occupe d'elle, soit bien, soit pas bien. Et ça fait rire certains. Non, je suis assez parfois métaphysique, mais il y a toujours cette partie de l'intangible qui accompagne évidemment nos vies. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout, c'est que je vais laisser la parole aux deux personnes qualifiées pour nous parler de ce sujet ce soir. Merci à vous. Ah, peut-être Laurent. Oui, je vais dire un petit mot avant de laisser la parole à Séverine et Olga. Donc, je suis Laurent L'Huillier, le directeur général de l'IAC, Institut agronomique néo-calédonien. Merci à la province Sud de nous accueillir ce soir. Et puis, je suis particulièrement ravi d'initier avec mes collègues que l'on initie ce cycle de conférences. C'est la première conférence de l'année. Donc, assez fier que l'IAC soit l'établissement choisi pour initier ce cycle. Je rejoins complètement ce que disait Madame Suvet. La science est là aussi pour communiquer, dire ce qu'on fait, l'expliquer du mieux possible, et puis aussi avoir vos retours, parce que ça nous intéresse, de voir comment vous comprenez ce que l'on fait, entendre vos questions. Ça nourrit aussi nos réflexions et ça nous guide aussi dans nos travaux de recherche. Donc ces moments d'échange sont importants pour nous. Donc pour présenter rapidement les deux personnes ce soir, d'abord Séverine Boire, à la gauche, qui est donc chercheuse depuis plus de 10 ans au sein de l'IAC en sciences humaines et sociales, exactement en géographie humaine, et qui dirige aussi la petite équipe Terreau pour territoire, acteurs et usages de l'IAC, et qui est spécialisée notamment sur les questions d'agriculture familiale et de gestion plutôt sociale,
des ressources naturelles, dont l'eau, en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. Voilà, donc il y a des travaux qui sont menés depuis plusieurs années qui impliquent en tout cas Séverine, et puis elle fera part de ces travaux de ces dernières années, et accompagnée ce soir par donc Olga Petavi. Vous avez les noms qui sont affichés là. Et Olga est donc doctorante en anthropologie. Elle passe pour l'instant l'essentiel de son temps au sein de l'IAC, depuis plus d'1 an et demi, 2 ans, environ 1 an et demi, je crois, qui fait son terrain au sein de l'IAC, beaucoup en province nord et sur la côte est. Mais elle est encadrée, parce que c'est une thèse avec plusieurs encadrants, donc l'IAC avec Séverine Boire, mais également l'IRD, Pierre-Yves Lemeur, qui est avec nous ce soir, et également le CIRAD avec Caroline Léjard, qui est une chercheuse aussi connue au sein du CIRAD sur ces questions de l'eau au sein de l'UMRGO. Voilà. Et Olga travaille sur ces questions de l'eau, sur terre coutumière, notamment comment les gens qui vivent sur ces terres-là s'approprient, utilisent l'eau et puis comprennent ces notions d'usage, d'appropriation, notamment autour des questions de la qualité de l'eau. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est une présentation à 2 voix, à la fois sur des travaux de ces dernières années au sein de l'IAC et puis les travaux en cours par Olga qu'elle mène au sein de sa thèse. Voilà, à vous la parole, mesdames. Bonjour à tous. Donc, on va commencer sans plus attendre. Donc, ce soir, on a eu une très bonne introduction, puisqu'on va parler de l'eau qui fait le lien. En fait, on va parler pas seulement d'environnement, pas seulement de la nature, mais on va parler de comment est-ce que les liens entre l'homme et la nature, l'homme et l'eau. Et on va aborder on va regarder comment se construisent ces relations à travers du coup les représentations et les usages de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Donc ça a déjà été un peu dit, c'est une présentation qu'on va faire à 2 voix. Donc une première partie plutôt où je vais vous présenter des résultats de recherche issus de travaux qu'on mène depuis le milieu des années 2010 en partenariat avec le CIRAD, l'IRD. Et puis donc là, l'idée, ça va être un petit peu d'avoir une approche historique, de voir comment les liens entre l'homme et l'eau, notamment en pays kanak, se sont transformés. Et qu'est-ce que ça nous dit sur les représentations et les usages de l'eau contemporains. Et puis après, Olga fera plutôt un approfondissement en se posant la question de qu'est-ce qu'une bonne eau en pays kanak à travers l'expérience sensible et à travers les 5 sens. Donc, pour commencer, pourquoi est-ce que c'est important ? Il y a beaucoup de recherches sur les quantités d'eau, sur le fonctionnement des bassins versants, sur la pollution de l'eau. Mais pourquoi, en fait, c'est important aussi d'essayer d'étudier les représentations locales de l'eau, et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Donc, on est parti d'un recensement, en fait, d'une sorte de revue de presse, où, en fait, on a regardé un petit peu toutes les tensions, les enjeux qu'il pouvait y avoir autour de l'eau en Grande Terre. Et il est apparu qu'il y avait 3 thématiques principales qui faisaient l'objet d'enjeux particuliers autour de la ressource en eau. Ces 3, et en particulier sur les terres coutumières. Donc, le premier enjeu, les premiers enjeux sont plutôt autour de l'eau potable. On en entend souvent parler, les enjeux de tarification, du paiement de l'eau potable. Alors, avec notamment, par exemple, dans la région de Tiwaka, avec des tribus qui se sont plaints de ne toujours pas être accordées à l'eau fin des années 2000. Plus anciennement, des recherches menées par Benoît Trépied sur la commune de Koné, où il a observé comment les coutumiers kanak se revendiquaient un droit à l'eau et le fait de prendre en compte l'eau dans la politique communale. Il y avait les enjeux de paiement des factures sur la zone VKP qui étaient particulièrement saillants au début des années 2010. Ensuite, les autres thématiques, c'est autour des pénuries, notamment sur la commune de Poum. J'imagine que vous en avez entendu parler, avec des périodes vraiment de pénurie drastiques. Les enjeux de pollution, autour des pollutions minières, alors donc surtout sur Thio en particulier.
avec plusieurs épisodes de pollution, pollutions plus anciennes. Je pense notamment à la rivière de la Tombiola à Koné aussi, qui dès les années 50 ont été du coup la rivière a été polluée à l'aval du massif de Konyambo. À Poya, également sur la rivière Nekliaï, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis après, il y a aussi une dernière thématique, un autre enjeu qui apparaît autour de l'eau sacrée, donc avec une valeur un peu particulière accordée à l'eau, autour de la Crouenne. Oh, pardon. C'est plutôt les travaux de Christine Desmers, où à la fois on trouve des contes, des références à des ancêtres et des dieux associés à l'eau, et puis des conflits plus récents sur la mise en valeur de ces sources d'eau chaude. Et sur le massif du Konyambo à KNS, où en fait il y a des négociations entre l'entreprise minière et les clans de la tribu d'Ateou pour limiter l'exploitation minière autour d'un trou d'eau qui est considéré comme tabou. Donc on voit depuis, on va dire, au moins la moitié du XXe siècle, pas mal d'enjeux émergents autour de l'eau. En Nouvelle-Calédonie, à partir de 2009, on a un écart dans les régimes institutionnels avec le domaine fluvial de la Nouvelle-Calédonie qui exclut les cours d'eau, lacs et eaux souterraines dans les terres coutumières. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est d'un point de vue juridique. En Nouvelle-Calédonie, au final, nos enjeux, ils sont pas trop liés à cet écart institutionnel, mais ça nous a quand même interpellés en tant que chercheurs en sciences humaines et sociales, et notamment quand on discutait avec les juristes. Parce qu'en effet, si on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, en fait, cet écart de régime institutionnel, ça fait écho à des enjeux internationaux sur les droits autochtones pour la propriété et l'accès à l'eau. En effet, si on regarde ce qui se passe par exemple en Amérique du Sud, il y a pas mal de conflits pour l'accès à l'eau en interaction avec les revendications foncières et environnementales. On a également ces enjeux d'écart de régime institutionnel au Canada, avec parfois des conflits et des tensions très importants du coup, en lien avec les exploitations minières. Et puis, il y avait également, ça fait écho, tout ce qu'on a pu observer, ce qui émergeait en Nouvelle-Calédonie, à ce qui se fait en Nouvelle-Zélande. Souvent, on fait des parallèles entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Et avec tout le travail de reconnaissance et de réflexion sur la manière d'intégrer le sacré et des pratiques locales dans la gouvernance du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande. Et dans ce livre-là qui est cité, Jackson et Altman de 2009, il précisait qu'en fait, jusqu'à maintenant, dans les recherches dans le Pacifique, souvent, on s'était intéressé comment les autochtones avaient domestiqué la nature et les plantes. Donc, on s'intéresse classiquement aux pratiques agricoles, aux liens entre l'homme et le domaine maritime, entre l'homme et la mer, mais au final, assez peu aux liens entre l'homme et l'eau douce. Donc, tout ça nous a amené à nous dire qu'on avait un sujet de recherche qui était pertinent à explorer en Nouvelle-Calédonie. On a commencé par travailler par un petit projet comparatif avec donc nos collègues de l'ANU, donc en Australie, sur la gestion de l'eau potable dans le Pacifique. Donc là, c'est un petit peu les petites photos que je vous ai mises sur le côté. Donc, on a travaillé sur des productions de simulations participatives de bassins versants, donc plutôt sur la zone de VKP, là où je pilotais l'étude de cas Nouvelle-Calédonie, mais il y a également eu un travail qui a été fait aux îles Kiribati, etc. Et tout ça a fait émerger un projet collectif important qui est le projet GOOT pour gouvernance de l'eau sur terre coutumière et financé par le CRESICA et qui nous a vraiment permis de tous travailler ensemble sur ces enjeux de représentation locale de l'eau. Comment est-ce qu'on a eu envie de travailler? Notre point de départ, c'est de se dire que l'eau, quand on veut l'aborder en termes de sciences humaines et sociales, c'est un peu plus que de l'eau. Classiquement, l'eau, c'est une chose, c'est un des 4 éléments, c'est une molécule chimique, hein, H2O, c'est pour ça qu'on fait des analyses pour vérifier qu'elle soit bien potable. Mais elle est également quand même composite. Dedans, il peut y avoir des bactéries, des animaux, des poissons, des crevettes.
C'est un peu plus que de l'eau aussi quand on commence à la réfléchir en termes de ressources. C'est peut être une ressource économique pour les agriculteurs, c'est une ressource qui est indispensable dans leur système de production. C'est également l'eau potable qui va être amenée du coup aux ménages et aux consommateurs d'eau, aux usagers de l'eau. Et ça va être une eau qu'on pourrait qualifier de moderne, qui est amenée par des infrastructures et des technologies modernes, qui est, et à l'opposé, on aurait une eau qui serait plutôt une substance signifiante, culturelle, qu'on pourrait qualifier d'eau traditionnelle. Et on va voir qu'en fait, cette opposition, elle est un petit peu artificielle. Et enfin, c'est une entité qui est matérielle, mobile, qui est fluide et qui est vraiment à l'origine de paysages et d'organisations sociales. Et en fait, en essayant de prendre en compte ces différents éléments-là, c'est aussi le modèle d'analyse de cycle hydrosocial de Linton et Butt, et donc qui met en interconnexion cette approche, on va dire, plus matérielle et chimique, avec une dimension plus sociale, c'est-à-dire que l'eau va jouer sur les rapports de pouvoir et sur l'organisation sociale, et tout ça en interconnexion avec la technologie et des infrastructures. Et l'idée, en fait, c'est donc quand on va aborder l'eau sur le terrain, on étudie un processus qui est à la fois naturel et social, dans lequel l'eau et la société vont à chaque fois se transformer mutuellement. On va vraiment essayer d'éclairer ce lien. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé pendant ces plusieurs années? Très classiquement, pour partir à la recherche de ces liens à l'eau, on a une approche historique et localisée en choisissant des terrains bien spécifiques pour comprendre les usages de l'eau et les transformations réciproques, des enquêtes ethnographiques, des entretiens semi-directifs, des cartographies également. On a essayé aussi de mobiliser les archives, des imageries, des photos aériennes. Et puis, on a travaillé sur différents territoires, à Yengen, sur la zone de VKP, à Thio en province sud, à Maré, à Ponéréouin et également à Poum. Donc, on a travaillé vraiment, l'idée, c'était d'aller dans plusieurs endroits pour aussi ne pas avoir quelque chose de trop localisé et de pouvoir repérer des récurrences, des éléments qui seraient communs pour comprendre ces liens à l'eau. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pu repérer? En fait, ce qui est un peu commun sur les différents territoires, c'était qu'on avait beaucoup de continuité et de rupture sur la gestion de l'eau, que ce soit qu'on soit sur Poya, Yengen, Boyen, Thio et Poum. Si je prends le cas notamment de Poya, donc qui a fait l'objet d'une publication, hein, si vous souhaitez aller voir plus en détail, sur la tribu de Nekliaï. Donc c'est un travail qui a été fait, l'approfondissement de terrain a été fait par une étudiante calédonienne, Charline Nekliaï, donc qui a pu travailler chez elle. Et donc elle a retracé toute l'histoire des aménagements hydrauliques et fait tout un travail sur comment la société locale est organisée autour de l'eau et le fonctionnement des taraudières. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ce schéma, donc vous voyez, en fait, ça c'est une représentation stylisée de l'organisation sociale autour des canaux et de la rivière sur la tribu de Nekliaï. On n'a pas réussi à faire ce schéma-là avant la colonisation. Ça correspond à la mémoire des acteurs, on va dire, avant la Seconde Guerre mondiale ou juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est après la colonisation, déjà donc la période des tribus et la mise en réserve, mais ça donne quand même une image sans doute assez proche de l'organisation précoloniale. Et après, là, il faut aller consulter plutôt les travaux des archéologues pour avoir d'autres éléments, mais on est un peu moins solide sur le fonctionnement de la société adossée. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on avait des captages, des canaux à ciel ouvert qui amenaient donc l'eau pour les taraudières irriguées. En amont, on avait donc les sillons d'ignames. Et du coup, chaque clan qui était organisé comme ça de manière le long de la rivière, et que chaque clan avait donc un trou d'eau
qu'ils pouvaient utiliser à la fois pour la pêche, pour l'eau, voilà, pour l'eau domestique. Il y avait également un garde-manger qui était géré par la tribu. Et tout ce réseau hydraulique était plutôt géré historiquement par le clan de l'eau associé à la tribu. Donc, on avait un système autour de ces conduites qui était assez complexe. Et puis, autour de la rivière, donc avec les trous d'eau et le garde-manger. Ce qui est intéressant, donc là, on le voit, hein, il y a déjà la mission catholique, l'école. Donc, on est déjà à une phase où il y a eu, ça a été un petit peu réorganisé du point de vue de l'habitat, mais également du point de vue des savoirs et des pratiques avec l'arrivée des missionnaires. Et ça a été retranscrit sur les différents terrains qu'on a pu faire également à Yengen, où à partir de l'évangélisation, l'interdiction, en tout cas la mise en retrait de tous les savoirs et des paniers magiques, tous les savoirs qui étaient une partie des savoirs associés à l'eau qui ont été mis en retrait. Mais on voit qu'une partie a perduré. Et donc là, c'est juste ces photos aériennes des années 70, où là, en fait, ce sont les traces de ces fameuses taraudières de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui sont là, c'est les traces des taraudières dans la région de Nécliaï. Et donc, finalement, on avait des modes de gestion et des savoirs qui étaient fins et interconnectés pour utiliser l'eau à des fins agricoles et domestiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 50, en particulier sur la commune de Poya, où en fait, là, il y a eu des bouleversements assez importants avec des impacts successifs de l'exploitation minière, particulièrement l'histoire de la mine à Poya, elle est quand même assez riche, avec des histoires de conduites d'eau qui ont été coupées là, sur cette partie, sur la rive gauche de la rivière, du fait du début de l'exploitation du massif de Nénéa, je crois, et du massif de Boulinda également, donc des récits de pollution de la rivière. Autre effet auquel on pense peut-être un peu moins, mais c'est à partir des années 50, à partir des années 50 et en particulier les années 60 avec le boom minier. À partir de 46, c'est la fin du régime de l'indigénat. Et ça a fait que les Kanaks sont rentrés dans l'emploi salarié. Et en fait, ça aussi, sur ce petit territoire, ça a eu un impact dans le sens où une partie des hommes, les hommes jeunes, qui étaient aussi fortement impliqués dans le travail des taraudières, sont partis travailler. Ça se retrouve dans les archives de l'Indimec. On voit vraiment l'entrée des salariés Kanaks de ces entreprises-là, qui rentrent venir travailler dans ces entreprises-là. Et donc là, une perte de main-d'œuvre qui a aussi accéléré, en plus d'histoire des coupures d'eau et des canaux qui ont été détériorés, ça a continué à fragiliser ces travails autour des taraudières. Et petit à petit, ce qui est intéressant, c'est que ces histoires de pollution, de canaux qui ont été coupés, eh bien, ça a amené les gens à se mobiliser au niveau de la tribu, mais pas seulement. Il y a aussi eu des agriculteurs sur la zone, sur foncier privé, qui se sont mobilisés pour aller demander à la mairie, mais en particulier aux opérateurs miniers, de construire des canaux et des forages pour venir en remplacement de l'approvisionnement en eau qui était réalisé par les rivières. Et puis, à partir des années 80, on a un nouvel acteur qui rentre, c'est-à-dire que ces réseaux qui étaient gérés, au final, de manière un petit peu informelle, sont rétrocédés dans les années 80, clairement aux mairies. Et en plus, le captage de l'époque qui était plutôt donc réservé pour les usages des gens de la tribu va être renforcé et l'eau va également être utilisée pour desservir toute une autre partie de la commune et du coup créer de nouveaux liens aussi assez tôt sur le territoire. Ce qui est intéressant, c'est que juste ce que ça nous dit, cette histoire cet exemple de Poya, je trouve que c'est vraiment une très bonne illustration de comment est-ce que les réseaux d'eau potable, eh bien, ils sont pas apparus de manière un peu ex nihilo. En fait, ils se sont progressivement substitués
à tout ce paysage hydraulique qui existait auparavant. Ils se sont substitués aux taraudières et à l'organisation de l'habitat autour des réseaux. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en fait, ce travail, il a été fait d'histoire des réseaux, des liens entre les hommes et les réseaux. Il a été fait sur la commune de Yengen, dans le cadre du projet Goutte, par Delphine Coulange. Et on a pu reconstruire également, donc là, c'est aussi de manière stylisée, une histoire de réseau assez similaire, où on voit que l'habitat c'était un clan associé à une taraudière, à des plus petites taraudières. Dans le paysage, c'était peut-être un petit peu différent que la situation sur la côte ouest à Poya. Et en fait, du coup, on a eu une réorganisation de l'habitat autour de la mission, puis un approvisionnement en eau qui s'est vraiment unifié autour de la mission. Et en même temps, là, sur la deuxième période, plus récente, après les revendications foncières et les réattributions foncières, des clans ou des familles qui sont retournés occuper d'anciens territoires et qui ont demandé des nouveaux raccordements. Voilà. Juste pour vous illustrer comment ces histoires d'eau sont vraiment liées aussi à des histoires sociales, à des déplacements. Il y avait des déplacements également précoloniaux, des révoltes, l'action du coup de l'évangélisation, des dégâts miniers, des réformes foncières. En fait, tout un ensemble de ce qu'on appelle en anthropologie des violences infrastructurelles qui sont vraiment venues remodifier l'organisation de la société. Et tout ça, ça constitue autant de ruptures, d'événements pivots qui sont dans la mémoire des gens et qui deviennent des héritages et qui sont inscrites dans le paysage. Maintenant, si on essaie de continuer de prendre au sérieux cette histoire cette superposition, on va dire, des réseaux anciens et des réseaux contemporains, et on s'est amusé avec les collègues à essayer de repérer des lieux d'eau et de voir comment est-ce qu'ils se rencontraient. Et si on prend le point de départ là, de cette opposition un peu basique entre eau traditionnelle et eau moderne, on essaie d'y adosser les différents éléments qui constituent ces réseaux. On avait en fait les taraudières qui sont inscrites dans le paysage avec des prises d'eau, des canaux à ciel ouvert, des taraudières, des bassins également d'accumulation d'eau, dont on voit encore les traces sur ces photos aériennes. Et puis aujourd'hui, on a les réseaux AEP qui, quelque part, surtout quand on est sur des réseaux gravitaires, en fait, reprennent parfois les mêmes structures et parfois même les mêmes cheminements. C'est en amont des taraudières, il y avait ces espèces de petits barrages, qui faisaient l'objet d'ouverture et de fermeture de la part des clans de l'eau. On a des systèmes de barrages AEP, donc qui n'ont pas les mêmes missions. Là, c'est plutôt pour filtrer ou en tout cas accumuler et filtrer l'eau, préparer l'eau. On trouve les bassins. Donc ça, c'est un ancien bassin d'accumulation d'eau en amont d'une taraudière. Et aujourd'hui, ça prend la forme de réservoir. On voit que l'eau, cette fois-ci, elle est encapsulée dans ce fameux réservoir. On avait également, donc ça, c'est les traces des anciens canaux à ciel ouvert qu'on voit dans le paysage. Bon, souvent, il faut mieux être accompagné pour pouvoir les repérer et aller avec des gens qui vont pouvoir nous expliquer à quel endroit sont ces canaux. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est que les tuyaux AEP empruntent ces mêmes anciens canaux. Et autre analogie intéressante à faire, c'est cette réflexion sur les tabous. Il y avait tout un ensemble de tabous par rapport à des trous d'eau, par rapport au captage, par rapport au... Et en fait, quelque part, on peut les mettre on peut regarder ça en comparaison avec les périmètres de protection aujourd'hui mis en œuvre par la DAS et par la DAVAR, qui eux aussi ont vocation à préserver la ressource. Et donc, on voit que les choses sont à la fois différentes. C'est différent dans le sens où l'eau traditionnelle, elle est hétérogène, alors que l'eau moderne, elle va être plutôt homogène, c'est une molécule d'eau. L'eau traditionnelle, elle fait écho à des assemblages entre l'homme, entre des idées, je vais y revenir plus en détail, alors qu'elle a une définition plus substantive au niveau moderne. Elle est plus caractérisée socialement, alors qu'on a une caractérisation physico-chimique. Ici, la classification, elle va être contextuelle. Chaque lieu d'eau va avoir une histoire
alors que sa mesure, elle va être universelle pour l'eau moderne. Elle est quantifiée en mètres cubes, en débit. Elle est représentée dans des bassins versants. Et ici, on va avoir plutôt une idée de bien commun et souvent, elle va être marchandisée pour l'eau moderne. Mais en fait, si on regarde bien dans le détail, souvent, on a des ponts qui se font entre ces deux types d'eau. Dans toutes nos recherches, on s'est posé la question, et ça fera écho à ce que va développer ensuite Olga, qui va nous développer un ensemble d'assemblages de qu'est-ce qui fait l'eau. Au final, ces eaux sur terre coutumière, les eaux Kanak, on voit bien qu'elles sont assez complètes. Elles sont de la traduction d'histoire, mais elles sont faites d'assemblages et de liens. Des liens par association entre l'eau et des animaux, les anguilles, les crevettes. Si on a l'eau qui est associée à ces animaux, on va être dans une situation d'harmonie. Donc, plutôt quelque chose un environnement qui est sain, une eau qui est en bonne santé. Ça a été dit aussi en introduction. Là, ça a fait l'objet, cet assemblage-là, ce lien-là, a fait l'objet d'un projet particulier qui est le projet Mulet Noir, financé par le CNRT et qui fera l'objet d'une conférence à la fin de l'année. Donc, ce sera l'occasion de continuer de discuter d'eau. Pardon. Des liens qui se font aussi par circulation avec on a les clans qui vont être associés vraiment à des lieux d'eau, à des rivières ou à des méandres, et des trous d'eau qui vont être appropriés. Et puis parfois, on a aussi des récits de canaux souterrains qui sont parfois empruntés par ces mêmes animaux symboliques. Et en fait, ce qu'il faut y voir, c'est aussi des moyens de reconstruire et de connecter les espaces, les territoires, mais également les groupes sociaux et les clans, toutes ces histoires d'eau. Et puis, on a des liens plus classiques par correspondance entre l'eau, le tarot, la femme et la notion de fertilité et de vie. Des liens par filiation. Là, ça fait écho à ce que j'ai dit en termes de clan de l'eau et de gardiens de l'eau, où en fait, dans les généalogies, les clans de l'eau, ils vont avoir certaines responsabilités vis-à-vis de la ressource. Il va y avoir une relation d'appartenance et des fonctions de gardiennage, par exemple. Et après, à partir de tous ces assemblages, comment est-ce que ça définit différentes valeurs? Eh bien, les valeurs, elles vont être déterminées par la manière dont s'insèrent différents éléments dans ces assemblages. Les terres, les clans, les personnes, les événements, les cheminements, les animaux. Et le fait de basculer sur le sacré, en fait, c'est quand dans tous ces assemblages, on va avoir 3 éléments, l'eau, la notion de lieu, de clan et d'interdit. Au final, avoir cette approche historique de retracer les liens à l'eau dans le territoire, dans l'espace, eh bien, c'est intéressant pour la Nouvelle-Calédonie parce que ça nous permet de re-questionner les tensions associées à l'eau qu'on avait identifiées en introduction. Et là, l'expression utilisée par Olivia Obrio, qui est l'eau comme miroir de la société, est vraiment très pertinente. En effet, quand les gens disent « c'est mon eau », c'est très souvent ce qu'entendent les gestionnaires des réseaux AEP. Ils sont dans des situations très compliquées parce que les gens ne veulent pas payer l'eau en disant « c'est mon eau ». Et en fait, là, on voit vraiment le lien au foncier qu'on a pu voir sur Poya, mais aussi ça peut faire écho à parfois des réseaux qui ont été obtenus en compensation de pollution. Et du coup, ça donne juste une profondeur historique à ces discours qui peuvent être reçus de manière un petit peu brutale et auxquels peut être difficile de répondre. Après, ça permet aussi de comprendre le décalage dans la perception de cette notion de gaspillage. Dans beaucoup d'endroits, on voit l'utilisation de l'eau potable pour l'arrosage des jardins, avec tous les problèmes que ça pose en période de pénurie, de difficulté de remplissage des réservoirs. Mais en fait, quand on a aussi toute cette histoire-là, on comprend quelque part, on voit que pour les gens, potentiellement, ça peut aussi être un peu les mêmes réseaux, depuis les taraudières jusqu'au réseau d'eau potable. Et puis, c'est intéressant aussi parce que pour les communes, en fait, d'avoir bien conscience qu'en fait, on a eu ce glissement dans pas mal d'endroits depuis des réseaux anciens
et des organisations sociales qui étaient autour des rivières qui ont basculé autour des tuyaux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans les endroits, il y a des endroits où ça fonctionne pas trop mal, on va dire. Quelque part, le miroir de la société, il est en bon état quand les positionnalités sont respectées, c'est-à-dire en fait quand les clans de l'eau sont encore à peu près identifiés. Et même parfois, quand les clans de l'eau fournissent aussi les fontainiers qui vont travailler pour la mairie. Et en final, quand ça, c'est encore à peu près, quand ça fonctionne à peu près bien, voilà, quand la société fonctionne plutôt bien, souvent les réseaux d'eau sont un peu mieux gérés que sur d'autres territoires où là, cette fois-ci, le miroir est complètement distordu du fait de l'histoire, de la colonisation, de la mine, etc., de plein de choses qui ont modifié les relations entre l'homme et l'eau et qui ont bouleversé les paysages hydrauliques et qui ont délité ces fameux assemblages et qui ont parfois continué à accélérer l'effritement des savoirs, des hiérarchies. Et de ce point de vue-là, ça veut dire, le miroir, il est tellement distordu qu'il va être encore plus compliqué à remettre en ordre pour avoir une gestion de l'eau satisfaisante. Et puis après, toute cette histoire-là, toute cette profondeur historique, ça devient ces assemblages, toutes les images qu'on associe, que les acteurs associent à l'eau, ça devient autant de ressources discursives, c'est-à-dire d'arguments qui vont être mobilisés par les acteurs dans les instances de gouvernance locale et en particulier dans les mairies, dans les municipalités. Et à chaque fois, en fait, ça va être réinjecté dans les lieux de négociation avec les administrations et les mines. Hop, pardon. Voilà. Donc c'était le premier, voilà, un tour d'horizon un petit peu de l'histoire de l'eau et des liens entre l'homme et l'eau en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, je vais laisser la parole à Olga. Donc pour continuer un peu sur cette même lancée et vous parler des liens des humains à l'eau et surtout d'une approche, en fait ce que je vous proposais, c'était une approche de l'eau au Kanak par les 5 sens. Ah oui, pardon, pas habitué. Et... Ah oui. Et donc en gros, ces réflexions, elles sont effectuées dans le cadre de ma thèse, qui s'intitule pour l'instant Coproduction des savoirs et gouvernance locale de l'eau en Nouvelle-Calédonie, et où vraiment j'essaye de comprendre comment les différents acteurs locaux comprennent eux la notion de qualité d'eau et comment leurs savoirs sont intégrés à la gouvernance locale de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Et ce que je voulais préciser, c'est que donc c'est une thèse en anthropologie. Donc, ce qui est important, c'est que dans cette thèse, j'ai fait 1 an et demi de terrain dans les communes de Touo et Thio. Et je réalise, en plus des entretiens, vraiment une observation directe et participante qui me permet vraiment d'avoir une vision approfondie non seulement de ce que les gens pensent de l'eau, des représentations de l'eau et des usages de l'eau, mais aussi de la société en général. Donc, qu'est-ce qu'on entend par qualité de l'eau déjà ? Alors, peut-être les premières fois où j'ai entendu ce terme, c'était plutôt au niveau des institutions. Donc là, je reprends un peu la définition de la DAS, qui s'appuie donc sur des normes spécifiques encadrées par des lois à la fois calédoniennes et à la fois françaises, qui reposent sur des paramètres physico-chimiques, sur des paramètres organoleptiques, donc la couleur, la turbidité, des paramètres microbiologiques, et puis aussi où ils évaluent en fait le taux de substances toxiques dans l'eau. Mais donc vraiment là, on voit que c'est une façon de comprendre l'eau déjà qui est donc d'une eau mesurée, d'une eau contrôlée, qui est retirée de son environnement. Et c'est vrai que cette façon de concevoir l'eau, elle correspondait pas super bien sur mon terrain. Quand je parlais de la qualité de l'eau, déjà les gens n'avaient pas beaucoup de choses à dire. Et puis très vite, même on a commencé à me dire, mais en fait chez nous, la qualité, ça fait pas sens. Parce que pour nous, il y a de la vie, il y a de la qualité partout. Et qu'en fait, il faut comprendre l'eau et tout ce qu'il y a autour. On ne peut pas détacher l'eau de son environnement. Donc c'est vraiment cette idée aussi que l'eau, elle est considérée comme une entité vivante
Et quand on approfondissait sur le sujet de l'eau, donc plutôt pas en termes de qualité, mais en termes de bonne eau, l'eau, donc la bonne eau, c'est toujours relié à la vie. C'est toujours cette idée de flux vital qui coule à la fois dans chaque individu, qui coule également dans la société et dans l'environnement. Il y a vraiment ce lien entre ces trois flux-là qui est très important. Voilà. Et c'est comme ça que voilà. Et donc c'est comme ça aussi que ce qui est revenu souvent dans les discours, c'est à chaque fois qu'on parlait de la bonne eau, on parlait de, c'était rattaché au sens et donc aux 5 sens. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous proposer justement une approche de l'eau et de la bonne eau à travers ces 5 sens. Et on va commencer par le goût. Donc ce qui est revenu très très souvent dans le discours de mes interlocuteurs, c'était cette distinction entre eau salée et eau douce. Donc l'eau salée qui est plus rattachée au royaume des morts, tandis que l'eau douce beaucoup plus au royaume des vivants. Avec aussi, si on reprend le cycle de la vie, cette idée que, donc en gros, avant, bon, plus aujourd'hui, mais les femmes accouchaient beaucoup dans la rivière pour en fait, dans cette idée en fait de comme si la rivière c'était une zone de passage pour permettre au bébé qui est dans le liquide amniotique de la maman de passer d'abord dans la rivière avant d'arriver dans le monde vivant, pour lui permettre un passage beaucoup plus fluide. D'ailleurs, en discutant aussi avec mes interlocuteurs, il y a par exemple en langue némi de Yengen, colostrum se dit doué ou l'os de l'eau. Et il y a vraiment toujours cette idée qu'à chaque étape de la vie, comme par exemple le sevrage d'un bébé, en fait, ça permet au bébé de se détacher du monde des esprits pour rentrer encore plus dans le monde des vivants. Après aussi, on m'a parlé de cette histoire du vrai goût. Et donc en gros, le vrai goût, ce serait le goût amer et fade des premières et des dernières nourritures humaines, souvent liquides, qui également fait cette transition entre les mondes. Et puis finalement aussi, autre chose dont on m'a parlé, c'était par exemple quand vous avez un décès, donc le mort, lui, il est parti dans le royaume des morts, et en fait les larmes sur les vivants, ça fait référence à cet endroit où le mort se trouve depuis le royaume des morts, comme elles sont salées. Voilà. Après, vraiment en même temps qu'on parlait du goût, on parlait aussi de l'odorat, quand même, c'est des sens quand même qui sont assez liés, avec notamment un accent sur l'odeur des fluides, donc que ce soit les règles, le sperme ou le corps aussi en décomposition, avec cette idée que c'est l'eau qui part en fait, mais c'est également la vie qui part, et que ça fait référence aussi à l'odeur des esprits. Et là, on arrivait souvent aussi à discuter sur le. Alors, ça, c'est pareil, c'est avant, aujourd'hui, ça se fait plus. Mais le rôle des deuilleurs, en fait, qui était très important, un moment spécial à ce moment-là, où, en gros, donc, c'était que des hommes qui partaient veiller le corps du mort dans la forêt, et puis qui attendaient que tous les fluides s'écoulent de son corps pour ne ramener que les eaux de retour à la tribu, afin de pouvoir finalement l'enterrer. Et ce qui était important chez ces deuilleurs, c'est que pendant cette période de deuil autour du mort, dans la forêt, là, et ben, ils n'avaient pas le droit, déjà ils devaient manger une nourriture spécifique, mais aussi ils n'avaient pas le droit de se couper les cheveux, de se couper les ongles et aussi de se laver. Et donc, voilà. Et sinon, donc comme troisième sens, j'avais pris également le toucher. Où là, dans les discussions, on me disait en fait quelque chose qui revenait aussi assez souvent, c'est que donc si on reprend cette idée de l'eau dans le flux, l'eau comme flux dans le corps humain, en fait, il faut s'imaginer qu'un humain va vers l'assèchement, que quand il naît bébé, il est rempli d'eau, et qu'en fait, au fil des années, quoi, il perd en eau. Et d'ailleurs, ça va se voir à travers des marques
spécifiques. Et que par exemple le vieillard, à la fin, il lâche sa dernière vapeur d'eau, parce que l'eau, ça peut être aussi, c'est pas forcément sous forme liquide, ça peut être aussi sous forme de vapeur. Et comme ça, il y a la dernière vapeur d'eau qui s'échappe du corps à sa mort. Et donc je parlais des marques, mais donc en gros, c'était important pour mes interlocuteurs de noter les différentes marques du cycle de vie qui sont liées à l'eau et qui signalent finalement ce détachement du monde des esprits vers le monde, vers un accomplissement en tant qu'être humain. Donc par exemple, il y avait notamment couper le cordon ombilical, mais aussi couper les premiers cheveux, qui est très important, qui se fait par les tontons maternels. Et donc avec ça, allait aussi cette idée de... Enfin, c'est pas seulement des marques physiques, il y a aussi des validations sociales, en fait, où on valide son assèchement en rappelant les liens à la mère et au tonton maternel, que ce soit par des gestes ou des paroles, la coutume de naissance, comme je vous disais, couper les premiers cheveux du bébé, à la mort aussi, enfin le mariage, toutes ces coutumes-là. Et après aussi, pour revenir plus à l'environnement, on m'a parlé aussi de ces eaux qui soignent. Donc, comme a parlé Séverine, il y a la Croën à Canala, qui est quand même assez connue. Mais aussi, on m'a parlé de pratiques où, par exemple, on va dans des endroits spécifiques à la mer. Et là-bas, en fait, c'est les vagues qui vont chasser le mal, la maladie qui est en nous, qui tape en fait contre le corps. Voilà, là où l'eau fouette. Donc voilà, il y a des lieux associés aussi au toucher et aux soins du corps. Et donc maintenant, ça c'était aussi un sujet assez intéressant, cette question de l'ouïe dans l'eau. Parce qu'en fait, très vite, on m'a dit ah, mais le bruit de l'eau, en fait, c'est les chants polyphoniques qui sont à l'origine du kaneka. C'est ae ae qu'on entend souvent, très souvent, si vous avez écouté du kaneka, et qui rythme d'ailleurs la musique. En fait, c'est le bruit de la cascade quand elle coule. Et sur ça, bon, on ne peut pas le voir aujourd'hui, mais il y a vraiment ce documentaire très intéressant, Appelle-moi Boué, réalisé par le collectif Poiranwaro, et qui, justement, en fait, on voit, en fait, ils viennent interroger les vieux de la région de la région de Chemui sur ce rapport à l'eau, dans les champs. Et les vieux, ils expliquent bien aussi que cette rythmique, elle est importante aussi parce qu'elle participe dans les chants à accompagner des chansons qui parlent aussi de l'histoire kanak et que ce soit l'histoire ancienne, l'histoire de la colonisation, et qu'en fait ça va de pair aussi. Sinon, ce qu'on m'avait dit aussi sur Louis, c'était que très jeune déjà, les enfants, on va les habituer à entendre l'eau et à comprendre quel bruit fait l'eau et qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est pas que une attention à l'eau d'ailleurs, c'est aussi une attention particulière à tout ce qu'il y a autour de l'eau, comme les éléments naturels autour de l'eau, et comme par exemple le vent qui souffle dans les montagnes, et où là, il faut aller vite dire aux enfants de sortir de l'eau parce qu'il va y avoir ces synonymes d'orage. Donc en fait, il y a vraiment une attention aux éléments naturels qui sont autour de l'eau et à l'eau sur le territoire. Et donc en cinquième sens, donc la vue, où là on m'a directement parlé de cette idée on m'a parlé plutôt de l'eau trouble, ou qui se dit en langue Némi Wepulak, mais qu'on peut retrouver aussi en langue Tchemui Rambeula, qui veut dire à la fois, c'est à la fois cette idée que donc l'eau elle est trouble, donc tu sais pas trop bien où tu marches, faut faire attention là où tu mets les pieds dans la rivière, mais ça traduit aussi un problème d'instabilité dans la vie sociale d'une personne ou dans la vie de la société. Donc il y avait ce lien qui était fait entre l'environnement et puis le social. Et pareil, on m'a parlé aussi du terme Wekajet, ou en Paichi, cette fois-ci, Puela Jawe, où c'est cette idée de l'eau qui surgit
avec la parole dynamique et qui fait avancer les choses, celle qui coule, qui justement est beaucoup plus positive. Et puis on m'a également parlé pareil, c'est pas que l'eau, on m'a aussi parlé des signes autour de l'eau dans l'environnement qui peuvent signaler des problèmes sociétaux, comme dont avait parlé Séverine, cette question de la disparition des mulets noirs, qui fait aussi référence aux rivières qui deviennent de plus en plus petites, qui fait référence aussi à des problèmes dans la société, mais également, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler des algues vertes, qu'en pays Tchémouï on appelle thé. Mais on les retrouve pendant la période sèche et elles signalent un manque d'oxygène et un manque d'eau. Et quand on discute avec les gens, toujours il y a ces mêmes phrases qui reviennent. Avant, c'était pas comme ça. Il y a vraiment une prolifération de ces algues. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans la société. On prend plus soin de nos rivières. Donc voilà, ça c'est à mettre en parallèle. Et puis il y a aussi toutes ces revenus aussi. C'est quand il y a des cyclones, quand il y a des inondations. Ça veut dire qu'il y a une espèce de signe de surplus, que c'est signe de mauvais présage à la fois environnemental, mais aussi dans la société. Et donc en fait, ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est que les gens constamment, ils sont dans la recherche de cet équilibre. Et puis en fait, c'est dans l'idée qu'il y a toujours des déséquilibres qui peuvent arriver, et donc il faut toujours aller les compenser et retrouver l'équilibre. Et typiquement, par exemple, si on pense à l'environnement, si par exemple là on voit qu'il va commencer à pleuvoir, encore beaucoup de gens chez eux, comme c'est des habitats extérieurs-intérieurs, ils vont faire des feux, un petit feu, et en fait la fumée du feu, ce qui est dit, c'est que avec la combustion du bois, en fait, ça crée des vapeurs froides qui vont compenser ça crée des vapeurs chaudes qui vont compenser avec les vapeurs froides de la pluie, et ça va arrêter la pluie. Mais c'est également des gestes qui se retrouvent dans les interactions sociales, comme ce dont je parlais, avec ces gestes et ces paroles qui sont faites au tonton maternel, où à chaque fois, il faut rééquilibrer la vie d'un individu. Et puis sinon aussi, on m'avait parlé aussi de cette question de l'eau salée, qui permet aussi de purifier des endroits. Comme l'eau salée, elle appartient au monde des esprits. Si il y a un problème dans une maison ou dans un endroit, on peut aller purifier aussi avec l'eau salée cette maison ou autour de cette maison pour apaiser les esprits. Et donc là, on voit bien, en fait, à travers cette question des 5 sens, comment les trois flux là dont j'avais parlé, le flux de la bonne eau dans l'individu, celui dans la société et celui dans l'environnement, en fait, ils sont liés par l'eau et intrinsèquement liés. Et où il faut toujours, comme je disais, essayer de retrouver, de maintenir cet équilibre, cette fluidité, et empêcher, en fait, ou dénouer, on va dire, les blocages. Et donc, pour conclure sur ma partie, donc on voit bien que l'eau, c'est dépasse cette notion de ressource, mais elle traduit vraiment un lien intime entre les humains et l'environnement. Elle est l'image d'un tissu complexe de relations ancrées dans la terre. Et on peut voir également comment la bonne eau, c'est un reflet du bon fonctionnement de la société. Et l'eau trouble serait le reflet de rupture, de déséquilibre dans la société. Et donc, c'est pour ça il me semble important de préserver ce flux intime, à la fois pour la santé des communautés, mais aussi pour la pérennité de la planète. Et c'est là où on peut se poser aussi la question, justement, alors, comment faire pour allier les différentes représentations de la bonne eau, afin que tout le monde ait aussi accès à une eau potable, à une eau de qualité. Et je laisse Séverine finir. L'objectif, c'était de vous apporter un éclairage sur quelque chose qui, je pense, n'est pas si souvent explicité et montré et raconté sur ces liens entre l'homme et la nature en Nouvelle-Calédonie.
Et qu'est-ce qu'on peut en faire quand on se pose la question de la gouvernance de l'eau et qu'est-ce qu'on en fait dans un projet de politique de l'eau partagée avec la diversité des acteurs et des territoires en Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre du projet Goutte, on a eu une étudiante qui a pris le temps de faire tout un travail bibliographique. Je vous ai parlé de la bibliographie internationale, de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, hein, en Bolivie, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Essayer d'aller voir ce qui se faisait sur la prise en compte de ces assemblages, de ces représentations locales et autochtones dans la gouvernance locale. Et en fait, il y a une des pistes, c'est donc elle a regardé ce qui se faisait un peu partout dans le monde, elle a regardé aussi ce qui se faisait en Nouvelle-Calédonie. Au final, il y a eu pas mal de choses qui ont été initiées dans la politique de l'eau partagée pour essayer de vraiment prendre en compte la diversité des représentations. Et une des propositions, c'est de repartir des principes de l'OCDE pour la gouvernance de l'eau, avec quelque chose de très classique qui est les 3 grands principes d'efficience, de confiance, d'engagement et d'efficacité. Et en fait, de faire un exercice de réfléchir, de prendre cas par cas, eh bien, comment est-ce qu'on peut essayer de les adapter? Je ne vais pas tous vous les présenter parce que c'est un peu rébarbatif, surtout en fin de présentation. Mais en fait, ce qu'on peut aller chercher, c'est en termes de financement, toute cette relation un peu particulière à l'eau. On pourrait aussi essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer des mécanismes de financement alternatifs à l'entretien de la ressource. Est-ce qu'on pourrait pas prendre en compte les échanges, les dons, le non marchand, une implication, le fait d'entretenir l'eau par les communautés dans la gouvernance, un peu dans l'esprit des mesures agri-environnementales, par exemple chez les agriculteurs, en finançant les gens pour l'entretien des réseaux, ou alors vraiment mieux prendre en compte juste des actions d'entretien des cours d'eau faits par les communautés. Une autre piste que j'ai pas du tout développée, mais qui a été un peu travaillée aussi dans le cadre du projet GOUS, c'est les aspects juridiques, où là, il y a un vrai enjeu à innover et à formaliser des règles et des systèmes de gestion des conflits qui prennent en compte le pluralisme juridique qui existe en Nouvelle-Calédonie et d'essayer de construire des hybridations. Et puis une autre piste, là, du côté du suivi évaluation, je vous ai pris juste 3 exemples en fait, c'est d'essayer de travailler, choisir des indicateurs qui ne soient pas seulement physico-chimiques ou des calculs de débit, mais des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui sont cohérents avec ces représentations autochtones dont on vous a donné un aperçu dans cette présentation. Et à ce titre-là, par exemple, tout le travail qui a été fait là récemment sur le mulet noir, où il y a une réflexion pour essayer de le transformer, d'utiliser les valeurs associées, les connaissances locales sur le mulet noir, d'en faire un bio-indicateur culturel particulier pour rendre compte de la santé des cours d'eau. Donc là, ça peut être des pistes un peu opérationnelles d'utilisation de ces résultats. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, aussi, toute la première partie, notamment sur l'histoire, reconstruire cette histoire des réseaux, ça peut être aussi, par exemple, quand je vous ai parlé des problèmes de gens ceux les fontainiers qui ont la délégation de service de l'eau et qui ont des problèmes pour rentrer dans certaines tribus parce qu'on leur dit c'est mon eau. Eh bien, faire ce travail de récit, de reconstruction des réseaux, c'est aussi quelque part une autre manière de retisser le lien historique en racontant l'histoire. Ça permet de reconstruire un lien social pour pouvoir intervenir sur l'eau. C'est pas juste donner une explication, c'est en rendant compte de cette histoire-là, on peut aussi aider à gérer l'eau de manière contemporaine. Voilà, une conclusion rapide. Donc, il y a des enjeux à continuer à comprendre, ces continuités et ces ruptures, parce que ça peut justement nous donner des éléments sur, on pourrait imaginer des référents eau qui seraient liés à des maîtres de l'eau ou des clans de l'eau. L'enjeu de composer avec les différents savoirs, ne pas les hiérarchiser, parce qu'ils sont vraiment différents, mais complémentaires.
il faut adapter selon les territoires. On a vu qu'il y a des similitudes, mais il y a aussi des endroits où ça a été très déstructuré, d'autres où ça l'a été moins. Donc, c'est à prendre en compte. Et puis, un enjeu d'innovation clair sur les questions de droit sur l'eau. Voilà. Merci pour votre attention. Du coup, si vous avez des questions, on va faire passer le micro dans la salle et il faudra bien attendre d'avoir le micro en main pour poser votre question. Donc, j'arrive. Bonjour. Bonjour. On entend? Ok. En fait, c'était par rapport aux 5 sens. C'était le goût. À un moment, vous avez parlé du vrai goût. Et je n'ai pas vraiment compris la définition. Donc, si vous pouviez me la réexpliquer, s'il vous plaît. Je me souviens plus exactement ce qui était écrit sur le diaporama. Je me souviens du vrai goût. Oui. Donc en gros, le vrai goût, de ce que j'ai compris, ce serait par rapport aux nourritures, première nourriture et dernière nourriture de la vie. Et l'idée de ce vrai goût, c'est le moins de saveur possible. C'est ces nourritures fades, à peine assaisonnées. Par exemple, comme il y a le lait de bébé, puis après, quand on est vieux, on peut plus trop mâcher, bouilli. Enfin, c'est cette idée-là de fade qui serait le vrai goût. Bonjour, Émilie Gaillard, je suis maître de conférence HDR en droit privé, experte sur le droit des générations futures. Donc, je suis ravie de vous rencontrer. Je viens juste d'arriver. Et en fait, je mène aussi des recherches en parallèle sur, mes deux prochaines années, ce sera sur les approches des sagesses du Pacifique et les mettre en perspective avec cette notion de droit des générations futures. Alors, j'avais plusieurs questions. Je vais essayer de pas trop monopoliser la parole. La première question, c'est par rapport aux recherches que j'ai faites. Il y a souvent des autorités qui sont chez les peuples autochtones chargées et responsables de faire le rééquilibrage en fait des éléments. Donc, par exemple, au Chili, ça va être les Machi. Chez les Kogi, ce sont les Mamo. Donc, je voulais savoir si dans vos recherches de terrain, vous avez un peu perçu ces mêmes sagesses ancestrales ou si elles sont perdues. Est-ce que vous en avez rencontré? Par rapport aux indicateurs, je vous proposerai, si ça vous intéresse, on a publié, donc j'ai animé une chaire d'excellence CNRS Normandie pour la paix, sur la paix avec la terre et le droit des générations futures. On a des bouquins en open access sur des indicateurs juridiques sur l'effectivité du droit de l'environnement. Et donc, ça peut être des travaux d'analogie, par exemple, sur les bioindicateurs, mais en tout cas, ça, les indicateurs juridiques, c'est poussé actuellement à l'UNEA, à Nairobi. Donc, c'est vraiment un thème qui est en train de monter. Par rapport à la valorisation de votre recherche, moi, j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Il y a le sommet de l'avenir en septembre prochain. Vous savez qu'il y a eu le sommet de l'ONU sur l'eau l'année dernière. Donc, il y a plusieurs grands rendez-vous auxquels, si vous avez tout ce cycle de conférences ici sur l'eau en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez valoriser à l'ONU, que ce soit en side event au mois de juillet ou août sur les réunions sur les objectifs du développement durable. Et le sommet de l'avenir, c'est un rendez-vous qui va être majeur cette année. Et enfin, je serais heureuse de vous mettre en relation avec Venise, qui va organiser un grand festival sur l'eau, tout simplement parce que Venise, il y a des gens assez importants qui veulent créer le pendant du Silicon Valley, toujours sur cette même idée de la mémoire de l'eau, et de l'eau, élément fondamental de la vie. Et donc, c'est Hélène Molinari, et donc c'est pour créer une Aqua Valley, et je suis sûre qu'elle serait très heureuse de vous rencontrer. Sur la question de est-ce qu'il y a des autorités qui font le rééquilibrage des éléments sur le terrain, moi c'était assez diffus. Je n'ai pas vu d'autorité particulière. Après, ça m'a fait penser quand même aux ce qu'on peut appeler les guérisseurs qui peuvent venir à la fois dans la maison, mais aussi peuvent agir sur les humains, ou peuvent dire, peut-être pas aller dans la maison, mais dire des choses à faire dans la maison pour rééquilibrer ou combattre ce qui ne va pas. Mais c'est du bouche à oreille, c'est pas des autorités. Non, pas au sens colonialiste, au sens spirituel, connexion avec l'invisible. Ah oui,
Dans ce cas-là, oui, il y a ces guérisseurs-là. Et puis, quand même, chaque famille garde des savoirs sur certaines plantes, certains lieux qui sont propres. En fait, il y a des spécialistes, quoi, mais il y a aussi des personnes par rapport à leur clan et par rapport où le savoir est transmis par clan. Et donc, on va aller voir telle personne dans tel clan pour telle chose, ou telle autre personne dans tel clan pour telle autre chose. Voilà. Comme Séverine disait, il y a des clans en fait qui sont spécifiques, le clan de l'eau, le clan du feu, et donc on va plutôt aller voir les différentes personnes en fonction des différents besoins aussi. En tout cas, après, il y a eu aussi beaucoup de choses qui sont aussi cachées, ou aussi, voilà, ces autorités-là, elles existent en partie, plus ou moins selon les endroits. Si justement les perturbations historiques et sociales, elles ont été plus ou moins fortes. Après, il y a la thèse d'Athéna Pidgeot en particulier qui peut-être aussi peut éclairer en partie ce travail de rééquilibrage, comment ça a évolué sur euh, sa chefferie à Puebo. Voilà, mais en tout cas, on est sur un territoire où les choses ont beaucoup bougé et beaucoup de choses restent encore, je pense, cachées et peu dites pour plein de bonnes raisons. Et voilà, donc, enfin, voilà, en tout cas, il y a des travaux qui commencent à aussi sortir là-dessus. Je pense, voilà, en particulier à Athéna Pidgeot. Oui, merci Séverine. Juste pour compléter, bonjour. Sur les questions des autorités, sur les rééquilibrages, en complétant ce que disait Séverine, c'est aussi, il faut vraiment penser qu'on pense rééquilibrage des éléments entre eux. Et c'est pas simplement la santé des gens ou la santé d'un environnement, d'une rivière ou autre, mais vraiment un rééquilibrage des liens et les différentes autorités, pour le prendre dans le sens que tu y donnais. Elles sont effectivement nombreuses, pas toujours connues par tous, y compris au sein des familles. Il y a des choses qui sont redécouvertes au fur et à mesure. On a aussi des autorités qui ont des savoirs aussi pour faire revenir l'eau à tel ou tel endroit. Donc on a pas mal d'éléments. Mais voilà, je voulais juste moi prendre la parole là pour parler. Le rééquilibrage des éléments entre eux, il est vraiment à penser, rééquilibrage des éléments vivants les uns avec les autres, qu'ils soient humains ou non humains. On pourra en discuter aussi. Bonsoir. J'avais une question pour savoir, quand vous êtes intervenu en tribu, comment est-ce que vos travaux ont été perçus et est-ce qu'ils avaient des attentes en particulier? Cadre du projet Goutte, par exemple, ou le travail que je vous ai présenté à Poya, en tout cas sur la commune de Poya et sur la tribune Necliaï, ça a été plutôt bien accueilli. Voilà, et donc en plus réalisé par Charline et Necliaï qui est originaire de là-bas. Donc voilà, c'était aussi un moment aussi, même pour elle, aussi de découvrir aussi une partie, de redécouvrir en plus en détail une partie de l'histoire de chez elle avec les gens. Donc le travail est plutôt bien accueilli. Il pose pas plus de. En fait, et quelque part aussi sur la question de l'eau, quand on a cette approche aussi historique, elle a été assez peu faite. Donc les gens ont plutôt envie d'en parler. Voilà, par rapport à d'autres enquêtes en anthropologie, en sciences humaines et sociales, d'autres sujets qui ont déjà été peut-être un peu plus traités. Donc là, il y avait quelques thématiques un petit peu nouvelles, je pense, qui a suscité un intérêt peut-être un tout petit peu plus marqué par rapport à d'autres. Et pour compléter, je pense aussi que sur l'eau, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas une énorme pression. Donc ça rend peut-être plus facile aussi de discuter de cette question-là, même s'il y a des problèmes, des problématiques, puis ça dépend aussi des endroits, mais ça reste quand même assez. On n'est pas dans des endroits de sécheresse très, 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 très forte ou d'inondations très, très, très sévères. Et puis, ce qui me semble aussi important à noter pour nos types de travaux, c'est qu'on réalise aussi des terrains longs. Et donc, ça permet en fait
de montrer aux gens qu'on s'investit, qu'on est là, qu'on n'est pas juste là pour une semaine ou pour un jour, qu'on s'intéresse aussi à à la vie en général, qu'on est investi en fait dans la communauté, voilà, par rapport à d'autres recherches qui sont peut-être parfois plus courtes. Après, il y a des endroits où je pense, là, je pensais à des territoires où, au final, les endroits où tu as travaillé, en plus, là, le terrain d'Olga, elle a commencé en pleine Niña, donc avec de l'eau partout, partout, partout. On n'était pas du tout dans une période de tension autour de la ressource, alors que quelques années auparavant, c'était quand même beaucoup plus tendu, ne serait-ce que sur les communes de Poum, où je pensais à Vaud et Boyenne. Alors évidemment, il y a des fois où c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir travailler dans différents endroits pour avoir des points de vue un peu différents et mieux comprendre aussi pourquoi à certains endroits les gens sont peut-être moins explicites, moins voilà, ils racontent moins facilement l'histoire. Donc on essaie de développer c'est un peu notre travail de développer des stratégies de réussir à contourner ce que les portes s'ouvrent finalement pour pouvoir essayer de comprendre ces réalités-là. Moi, je suis Samson Jean-Marie, je suis doctorant en anthropologie et géographie. Je travaille avec Catherine Sabino donc, sur la perception, les savoir-faire traditionnels dans l'agriculture, comment les agriculteurs mobilisent leur savoir dans des tactiques et des stratégies pour faire face à des périodes de forte sécheresse, à des périodes de forte pluie. Donc, voilà. Et moi, dans mon travail, j'ai été à Canala il y a quelques semaines. Donc, il y a un point, Olga, qui fait écho à mon travail, c'est surtout les signes environnementaux autour de l'eau. Donc, il y a un agriculteur qui m'a dit qu'en période de sécheresse, il n'y a que des algues dans les rivières, tandis qu'en période d'inondation, donc, vous avez soit de leptospirose qui augmente, ou voilà. Donc, il y a pas mal d'éléments dans la nature. Et aussi, j'ai même un agriculteur qui m'a amené sur un bout de rivière en me disant, vous voyez ce caillou là-bas, avant, mes parents, on ne le voyait jamais. Mais maintenant, c'est que ce caillou, peut-être il y a quelques années encore, ce caillou-là n'aurait plus les pieds dans l'eau. Donc, il y a pas mal d'indicateurs dans l'environnement qui parlent pour montrer, donc, en termes de quantité, pardon, en termes de quantité. Moi, il y a un élément qui m'intrigue maintenant, c'est là, vous parlez de l'eau de boisson, mais est-ce que vous pensez dans 5 ans, dans 10 ans encore, donc on va parler uniquement que l'eau de boisson? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi pour l'usage de l'eau au niveau de l'agriculture? Comment penser à cet usage-là, donc en termes de conflits qui pourraient exister? Parce qu'on a écho donc, de tout ce qui se passe en France autour de la construction des bassines. Donc, est-ce que vous pensez que ce travail-là pourrait amener des éléments pour réfléchir autour de la gestion de l'eau? Je parle surtout de l'eau agricole. Oui, je pense qu'en effet, ça peut être réinjecté. Alors là, on a présenté plutôt les aspects associés aux valeurs, aux représentations. Donc, les propositions que j'ai faites en fin de présentation, ça peut être un moyen de les réinjecter dans de la gestion, vraiment, où on partage entre acteurs, mais on met sur le même niveau des enjeux de débit et des enjeux de représentation plus culturelle. Après, on a aussi essayé de développer d'autres outils pour essayer justement de travailler sur les enjeux de partage de l'eau, des différents usages pour l'agriculture. Et là, on a travaillé sur des modélisations, par exemple modélisation participative de fonctionnement de bassins versants qui permettent aux différents acteurs, entre les agriculteurs, les différents types d'agriculture qui vont plus ou moins consommer de l'eau, les usagers, on va dire plutôt les consommateurs d'eau à AEP, comment est-ce que ces différents usages vont rentrer en concurrence pour essayer d'améliorer et de mieux partager l'eau. Donc là, il y a des outils. Donc là, c'est sous forme d'une modélisation d'un jeu, mais on peut en plus les doper avec la modélisation mathématique et informatique. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On peut utiliser ça pour commencer une discussion, surtout quand on est dans des situations un peu conflictuelles, pour partager les points de vue et aider les acteurs à prendre la place de l'autre, ou à tester des innovations aussi.
par exemple, je pense, pour favoriser la diffusion de pratiques agroécologiques ou plus respectueuses moins consommatrices d'eau plutôt. Eh bien, il y a ces petits modèles, on peut les utiliser pour essayer, pour que les gens expérimentent et voient l'effet sur le fonctionnement du bassin versant. Donc, c'est pas forcément seulement ces résultats qui sont à réutiliser pour améliorer la gestion de l'eau et anticiper des périodes de tension. Il y a aussi plein d'autres choses qu'on fait par ailleurs qui peuvent aussi aller dans cette direction. Peut-être pour ajouter un autre élément, parce que j'ai rencontré environ 15 agriculteurs, mais je dirais il y a 7, donc je suis arrivé, je vois qu'en réalité, ils ne sont pas dans une dynamique de gestion, parce que vous voyez, les tuyaux sont restés ouverts en permanence, et quand je dis, mais vous ne pensez pas qu'il faut fermer, ou pourquoi vous laissez l'eau comme ça? Ils m'ont dit, ben, l'eau, elle est là, elle ne va pas partir. Donc, même si l'eau coule du robinet, pour eux, l'eau, elle est là, elle sera toujours là, elle ne va pas partir. Donc, moi, je ne sais pas comment donc on peut inscrire une dynamique pour discuter en termes de gestion de l'eau, en termes de... Voilà. Ben, ce que tu notes là, je trouve, c'est assez significatif de ce qu'on nous dit, enfin, moi, ce qu'on m'a dit également sur le terrain, sur cette idée que l'eau, comme on est dans des milieux aussi ouverts, où l'eau, en fait, elle coule, même l'eau du réseau, on a les robinets dehors, en fait, elle coule vers la terre, donc elle retourne à la terre. Donc, en fait, les gens ne font pas forcément le lien entre une eau qui a été mise dans des tuyaux, puis après on ouvre un robinet, puis après ça va dans le système d'évacuation. Tandis que pour eux, cette eau, d'ailleurs, il y a très peu de systèmes d'évacuation modernes. L'eau, en fait, comme elle retourne à la terre, en fait, ça retourne dans le grand cycle de l'eau. Il n'y a pas forcément de compréhension. Et donc, c'est pour ça que là qu'on revient aussi sur cette question du gaspillage, qui est en fait pas du gaspillage, de leur point de vue. C'est vrai que c'est vraiment très, très compliqué. Donc là, on donne des éléments pour comprendre, qui permettent peut-être de comprendre pourquoi ce n'est pas perçu comme du gaspillage. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus perdre complètement espoir et justement de réexpliquer cette histoire des réseaux ils ont des similitudes, mais ils ont aussi des différences. Et le fait d'avoir rajouté ce réservoir et d'avoir un enjeu de partage de l'eau de manière que tout le monde puisse en avoir, en repartant sur l'importance d'avoir une société qui fonctionne et que tout le monde ait accès à l'eau, peut-être qu'on pourra aussi arriver à aller vers justement des pratiques un peu plus économes en eau. Donc, mais l'idée dans cette présentation, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive à justement ces pratiques qui peuvent paraître un peu incongrues et qui ne sont pas du tout soutenables quand on est dans des phases de pénurie d'eau en particulier et qui sont vraiment des casse-têtes pour les gestionnaires des réseaux AEP, ça c'est clair. Donc là, l'idée, c'est d'amener des éléments non pas pour justifier, mais pour essayer de comprendre et d'aider à savoir quels vont être les arguments qu'il va falloir utiliser, sur quoi il faut mettre l'accent en termes d'explication du fonctionnement des réseaux d'eau contemporains. Olga et Séverine, j'avais une question pour vous qui est plus en lien avec le goût de l'eau. Je vais revenir sur la première question qui a été posée lors de mes interventions en tribu, qui étaient plus sur des problématiques en lien avec la contamination microbiologique de l'eau. J'avais été surpris d'une question qui revenait souvent, c'était le goût lié à la chlorination du système d'eau. Et en fait, les gens en tribu, de ce que j'ai compris, préfèrent finalement aller boire l'eau du crique ou l'eau de la rivière plutôt que de boire l'eau du robinet qui a ce goût de chlore. Et du coup, ça fait un peu écho avec vos systèmes de réseau. Est-ce que finalement, il y a un usage qui peut être différent en fonction du réseau qui provient de la mairie, qui est chloriné, et du réseau qui est plus un réseau ancestral et plus ancien? Est-ce que vous avez ces notions d'utilisation qui peuvent être différentielles en fonction de la source finalement de l'eau? Alors oui, effectivement, sur cette question,
c'est revenu souvent dans les discours que il y a par exemple, les gens connaissent des points, que ce soit à Tuo ou à Thio, des endroits qui sont pas rattachés au réseau AEP, où l'eau est considérée comme la meilleure parce qu'elle provient d'une source, parce qu'elle coule. Mais ça fait aussi référence à une réalité où, notamment à Tuo, l'eau du réseau AEP, dès qu'il pleut, elle est sale, mais vraiment sale. Ou même quand il pleut pas, en fait, elle est blanche à cause de la pression de l'air qui passe dans les tuyaux. Et donc les gens, pour parler de ce que c'est que vraiment une eau qui serait vraiment bonne, et ils font référence plutôt à ces sources-là, qui sont des sources où justement une des caractéristiques qu'on va me donner, c'est l'eau de cette source, elle coule déjà tout le temps et elle est claire. Alors que l'eau du réseau AEP, c'est pas toujours le cas. Donc il y a cet aspect-là, je pense aussi à prendre en compte. Et puis aussi, c'est pour ça aussi que les gens se tournent aussi vers l'eau de pluie, avec cette idée que moi j'ai déjà entendu que l'eau de pluie a un goût sucré, et que c'est aussi une eau forte, que quand on la boit, faut d'ailleurs mieux la bouillir avant, mais ils donnent pas des raisons microbiologiques ou quoi, mais ils vont dire plutôt que c'est parce qu'elle est tellement forte que si tu la bois, en fait, après tu vas être fatigué dans la journée parce qu'elle est tellement pure. Et donc ça, c'est aussi une autre façon de comprendre par rapport au goût et à l'eau, qui est revenu sur le terrain. On voit bien que là, on est sur les différentes représentations, à quel point c'est compliqué, notamment pour les agents de la DAS, pour les gestionnaires de l'eau, dans ces situations un petit peu, on va dire, de réseaux qui sont un peu extrêmes et qui, voilà, avec très rapidement une eau qui va être trouble et donc qui va pas être satisfaisante du point de vue de l'usager. Et en même temps, voilà, on voit bien qu'on est sur des représentations qui sont vraiment complètement différentes entre l'eau qui, théoriquement, chimiquement, est meilleure avec le chlore, mais qui n'est pas appréciée, et on va lui préférer une autre eau qui est, voilà, mais qui elle, n'est pas satisfaisante non plus. Donc, une rencontre pas facile. Oui, merci en tout cas pour l'exposé. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et comme ça a été dit, cette approche, disons, anthropologique, en sciences sociales de la question de l'eau, elle n'est pas encore extrêmement développée en Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et on voit bien que dans le contexte de la politique de l'eau partagée, ces choses à faire, elles ont aussi des échos et des résonances au niveau opérationnel. Et ce qui me frappe et ce que je trouve intéressant et peut-être à poursuivre, en fait, c'est un peu une question ouverte aussi, c'est cette approche par l'essence, en fait, parce qu'on voit bien que dans les réponses qui ont été faites aux questions, là, on voit que cette question de l'approche par l'essence, elle permet aussi de comprendre un certain nombre de choses qui vont bien au-delà d'un simple entre guillemets, un simple questionnement anthropologique. Ça permet aussi de comprendre la manière dont l'eau est appréciée. Ça permet de comprendre éventuellement aussi la façon dont, c'est ce que tu viens de dire, Olga, la façon dont l'eau est segmentée aussi, en quelque sorte, ou pas. C'est-à-dire que vous avez parlé d'eau moderne, eau traditionnelle. On a l'impression qu'on aurait deux réseaux qui seraient un petit peu parallèles, séparés. En fait, ils sont articulés. Parfois, il y a des tas de bricolages qui les mettent en contact ou pas. Et la manière dont les gens en parlent, c'est aussi une façon de mieux comprendre ces articulations, ou au contraire, ces déconnexions, ces désarticulations. Et je me posais la question de savoir, ça c'est une question plus à Olga peut-être, mais c'est l'approche par l'essence, je la trouve extrêmement intéressante, mais ça... vu que c'est la diapo sur le goût, elle a un goût de trop peu en quelque sorte. Et le goût de trop peu, c'est à quel point on pourrait aussi imaginer de voir aussi des correspondances entre les différents sens pour aller encore plus loin aussi dans cette compréhension de l'eau et dans la façon dont les gens se la représentent et la vivent en quelque sorte. Oui, juste sur cette question, effectivement, j'ai séparé, en séparant en fait les cinq sens, je me suis rendu compte qu'il y avait des informations, des discussions qui pouvaient aller dans l'une, dans l'autre, et que justement, même par rapport à l'odorat et au goût, il y avait vraiment des gros parallèles. Et puis même entre
la vue, le goût, enfin entre tous ces 5 sens qu'il y a pas mal de parallèles à faire. Plus de questions? Du coup, on va juste finir en vous présentant le programme de l'année des conférences futures. Donc, pour rappel, il y en a une fois par mois. En général, c'est le premier mardi du mois. Donc, on va vous présenter terminer sur la présentation donc, du programme 2024. Donc, on a commencé ce soir, c'était la première. Ensuite, on va avoir l'IRD avec l'université et Bioéco en avril, donc sur les dolines du Grand Sud. On va avoir les eaux souterraines en mai avec le BRGM et la DIMINC. En juillet, donc les enjeux de connaissance et de gouvernance des grands fonds marins avec l'IRD. Ensuite, on va avoir en août la cohabitation homme-chauve-souris avec l'IAC, la province sud, les acantastères en septembre avec l'IRD. En octobre, l'ADN environnemental avec l'IAC, l'IFREMER, l'IRD, le CNRS, le CIRAD, donc tous les membres presque du CRESICA. Et ensuite, est-ce que tu peux descendre? Il y en a encore 2 autres. C'est ça, exactement. Et encore, on attend quelqu'un pour le mois de juin. Normalement, c'est complet. Donc, ensuite, en novembre, le sol dans tous ses états avec l'IAC. Et enfin, en décembre, une présentation des résultats du programme CLIPSA, donc sur le climat dans le Pacifique de l'IRD. Voilà. Vous pouvez retrouver la programmation sur le site de la province sud et nous suivre aussi sur les réseaux. On communique tous les mois sur ces conférences. Merci en tout cas d'être venu ce soir et puis bonne soirée.